Elle m'a pas sonné nord de veine, elle m'a pas sonné nord de veine, Elle m'a pas sonné nord de veine, elle m'a pas sonné nord de veine. Mögle trosar blassene, roulons la, l'endigue dique, roulons la tira, l'on lire, roulons l'endigue da, et roulons la tira, l'on la. La l'endigue dique, roulons la tira, l'on lire, roulons la l'endigue dique, roulons la tira, l'on la. Sur la dune d'Erdevenne en Bretagne, une silhouette étrange fait face à l'océan. Immobile, fière, une main géante peinte en vert. Dressée comme un cri silencieux, vous ne passerez pas. La main verte. Aujourd'hui symbole du paysage local, la main verte raconte à elle seule l'histoire d'un village, celui d'Erdevenne, qui en 1975 a dit non au nucléaire. Cette année-là, l'État annonce une centrale nucléaire sera construite ici, sur le littoral breton. Mais très vite, la population se mobilise. Et la lutte se structure autour du CRIN, le comité régional d'information sur le nucléaire. Le 30 mars 1975, ils sont 15 000 à marcher sur la dune, 15 000 à défendre leur territoire, leur mode de vie, 15 000 à dire non. Et ils ont gain de cause. Quelques mois plus tard, le projet est abandonné. Pas de centrale, pas de tour, pas de réacteur, juste une main levée pour ne pas oublier. Aujourd'hui encore, la main verte est là. Et le 13 avril 2025, 50 ans plus tard, ils sont revenus. Les anciens, les nouveaux, les militants d'hier qui se mélangent à ceux d'aujourd'hui. Toutes et tous sont réunis au pied de ce symbole, au pied de la main verte, pour célébrer son 50e anniversaire. L'original n'est plus là, du fait qu'elle a été rouillée par les embruns par la mer, et elle a été retapée plusieurs fois sur le long depuis 50 ans. Quoi. Voilà. Ben, merci. Bravo, bravo. Quand je suis né, moi, en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques, etc., etc. Ça a quand même beaucoup évolué. Heureusement. Mais, une femme qui fait le même boulot qu'un homme soit payée moins cher, c'est dégueulasse. Voilà. C'était une très très belle initiative de réaliser cette main verte là. Il y en a qui se demandent à quoi ça correspond, pourquoi on a fait une main. Et moi je voudrais la comparer un peu à Stop Nucléaire en fait. Hein. Pour moi c'est ça la signification. Et je suis très fier d'avoir été chargé de l'entretien. J'ai commencé en 2015. Elle était toute rouillée, et on l'a poncée, on l'a peinte. Et puis depuis, je suis chargé de l'entretien. Et je suis très très fier. Voilà. La main d'origine, sur la fin, elle était très très fatiguée. Les gens qui passaient lui tordaient les doigts. On lui faisait pas mal de misère. Et donc, elle était toute rouillée. Et en 95, elle a été démontée. En 97, elle a été remplacée par celle-là, qui est en alu, l'autre était en ferraille. C'est pour ça qu'elle était toute rouillée. Donc celle-là a été mise en place en 97. Et l'alu, c'est plus fragile que la ferraille. Et avec la tempête de l'Erika, en décembre 99, les doigts ont été cassés. Donc les doigts sont tombés dans le champ derrière. Et c'est Catherine Légeron, qui faisait partie aussi du CRIN, qui les avait récupérés. Elle me dit, il faut les récupérer. Donc on a démonté la main. On l'a ramené au lycée pour qu'ils remettent les doigts en place. Et donc ils ont renforcé derrière en mettant des nervures pour éviter justement que les doigts soient pliés. Et depuis, elle est là. Merci. Alors, nous, on s'appelle Stop Nucléaire 56 Travail. Et vous voyez que dans la main verte, notre logo, on a la main verte parce que c'est bien le sens de cette main.
Et alors, moi je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur son histoire, parce qu'elle est pas arrivée là par hasard. Il s'est passé quelque chose. Alors il y a Jo, il y a... Qui est-ce qui est voilà, les anciens, si vous pouviez venir un petit peu nous raconter d'où elle vient, pour de la souche, peut-être son origine, je ne sais pas. Plein de choses, plein d'anecdotes. Sur le passé, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette souche, elle est d'Erdevenne. Elle vient du cœur d'Erdevenne et puis elle se trouve encore en assez bon état et restaurée par Patrick là. Ce qui me semble surtout important de dire, c'est qu'elle c'est devenu un lieu de rencontre très important. Hier soir, le souvenir m'est venu que il y a, je ne sais plus la date exacte, lorsqu'il y avait cette traversée des Indiens des États-Unis et qui se rendaient à Genève, ben, nous sommes venus avec des Sioux ici. Et donc, on a pris des photos également. Donc, lieu de rencontre, j'allais dire, de l'Est et de l'Ouest, du Japon à la côte de Californie, pardon. Excuse-moi. Donc, un vœu que l'on peut peut-être formuler, c'est que cette main verte reste encore là longtemps, soit un lieu de rencontre. Pourquoi une main en métal? Eh bien, parce que nous étions allés à Brou-Saint-Louis aider les manifestants anti-nucléaires de là-bas, et enfin aider par notre présence simplement. Et donc là-bas, ils avaient planté un arbre symbolique de renaissance de la vie, etc. Et on s'est dit, un arbre ne poussera jamais sur la dune à Erdevenne. Vous n'avez qu'à regarder à Quiberon comment les pins sont penchés. Donc on s'est dit, il faut trouver un autre symbole. Et ce symbole, eh bien, c'était une main qui symbolise un refus, mais qui est verte parce qu'elle symbolise aussi la vie et elle est tendue vers le soleil. Cette main. Elle signifie beaucoup de choses. Pour la vie plutôt que pour la mort. Ah, pardon. Et donc, les élèves du lycée technique d'Etel l'ont fabriquée. Elle a été mise sur une souche d'arbre qui est assez symbolique aussi, qui est un vieil if qui se trouvait devant l'église d'Erdevenne et qui avait été abattu. Et donc, elle est là pour l'éternité. Voilà. Tout le monde sait que l'if, c'est l'arbre d'éternité, que c'est l'arbre de la vie, mais c'est également l'arbre de la mort. Il est éternel, mais il ne faut pas oublier que les baies d'if sont empoisonnées. Les petites baies rouges, alors si vos enfants voient des baies d'if, ne les faites pas manger parce qu'ils sont sûrs de mourir. Alors ceci dit, ben, maintenant je recherche le plus vieux qui était là il y a 50 ans. Ah, il paraît que c'est moi. Bon. Alors, pour la petite histoire, on essaye encore de bien se porter, mais je peux vous annoncer déjà que je ne serai pas là au 60e anniversaire, ça m'étonnerait. Oh, non, ça me fera 100 ans moins 1 an, ça fait quand même beaucoup. Oui, ben oui. Je ne suis pas un if, donc je ne suis pas éternel. Je ne sais pas si notre ancien du CRA veut prendre la parole. Et c'est dans mon bistrot qu'est né le crin, le jeudi, après que le jeudi suivant l'apparition de l'article dans l'Ouest France. Il faut dire que Ouest France nous a bien aidés à l'époque. Hein. On avait le journaliste Didier Pilette qui nous suivait et qui faisait des comptes rendus de toutes les réunions qui ont été une trentaine entre octobre et Noël. Hein, et où il y avait évidemment plein de monde. À chaque fois, on faisait le plein. Et puis la manif de Lorient, par exemple, au Palais des Congrès, où il y a eu à peu près 2000 personnes facilement. Et c'est pour ça que après toutes les réunions qu'on faisait, ça marchait, parce que Ouest France nous a beaucoup aidé à l'époque, et le Télégramme aussi. Voilà.
Jackie Mignon. Je suis Jackie Mignon. Pas de micro, Ouais. sur la bouche. Beaucoup ont disparu, beaucoup de militants ont disparu, mais il en reste encore heureusement quelques-uns. Et celui qui aurait dû être là aujourd'hui, qui était l'âme du crin, c'est Michel Politzer. Michel Politzer. Voilà. Oui, donc et Annie Politzer, donc c'est Michel et Annie Politzer, bien sûr. Hein. Et puis Michel Le Corvec, hein, d'accord, qui lui est parti, et donc qui était là aux 40 ans, et qui est parti, et qui a été le premier maire écologiste de France. Voilà. Bah, puisqu'on parle de maire écologiste, moi je vais passer la parole, c'est à Claire Masson qui nous fait l'honneur d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je crois que je suis une des rares mères écologistes de Bretagne. Et c'est vrai que tous les combats écologistes sont très très importants à tenir, surtout en ce moment quand on voit que toutes les normes environnementales sont en train de sauter une à une, pas que aux USA malheureusement, en France aussi. Le combat sur le nucléaire, c'est un combat qui date depuis longtemps, hein, mais qu'il faut toujours mener, puisqu'on voit bien qu'il y a 6 nouveaux EPR qui devraient arriver dans différents endroits, et que la Hague devient déjà trop petite pour stocker tous les déchets dans les piscines. Je voulais vous dire un mot sur une bande dessinée qui dit quelque chose de très joli là-dessus, sur ces déchets radioactifs. C'est une bande dessinée qui est sortie il y a 2 ou 3 ans. Le titre ne me revient pas. Oui, le droit du sol. Où en fait l'auteur compare... Oui, c'est Davodo. L'auteur compare, je suis désolée, j'ai un peu de problème de mémoire. L'auteur compare ce que, je crois que c'est la grotte Chauvet, vous allez me corriger si je me... Non, c'est Pêche-Merle. Ouais. Où en fait il compare ce qu'on a retrouvé dans cette grotte et ce que des gens, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ont laissé à leurs descendants dans cette magnifique grotte où on voit des dessins qui sont assez extraordinaires. Et Bure, ce qu'on est en train de nous laisser à nos descendants et à ce que les gens vont peut-être retrouver dans 10, 30 000 ans à Bure, qui sont en fait finalement des déchets de mort, alors qu'eux nous ont laissé des souvenirs de vie, quoi. Et c'est tellement terrible de se dire que nous, on va oser laisser ça à nos descendants, qu'il y a vraiment une réflexion à mener. Et je crois que la première réflexion, c'est vrai que là, on ne sait plus trop vers quoi se tourner. Le climat se réchauffe, donc tout ce qui est fossile, les énergies fossiles sont complètement à condamner. On voit que la radioactivité, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il va vraiment falloir trouver aussi autre chose. Il nous reste le photovoltaïque et les éoliennes. Et malgré tout, je crois que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consommera pas. Donc il va falloir vraiment réfléchir à vivre autrement, en diminuant avec moins d'énergie. Plus d'énergie en nous et moins d'énergie consommée extérieure. L'idée, c'est Michel Politzer, la main, non au nucléaire, à Erdevenne et ailleurs. Roger Gallet, ancien membre du CRIN. Parce qu'au début, on disait la centrale d'Erdevenne, mais les gens très vite nous ont dit, ah ben oui, bien sûr, vous ne voulez pas de centrale à Erdevenne pour protéger vos maisons, etc., n'importe quoi. Bref, on a dit donc à Erdevenne et ailleurs. Donc la main verte vient de là. Elle était, comme vous le savez, elle a été fabriquée par le collège, par les élèves du collège. Et puis, c'est un endroit très, très symbolique, la main. Au début, il y a eu sur la première main, il y a eu à un moment donné, par exemple, les chasseurs l'ont troué. Il y avait plein de trous dedans. Les chasseurs avaient tiré avec leur plomb, bien sûr, quoi. Et donc, c'est donc qu'il y avait des pro-nucléaires et que tout le monde n'était pas d'accord avec nous. Moi, je m'appelle Patrick Arbranick. Et donc, c'est moi qui suis en charge de l'entretien de la main verte en tant que sculpteur. La main verte, pour moi, c'est très important. Je l'entretiens depuis 10 ans. C'est moi qui ai la responsabilité qu'elle soit en forme. Parce qu'il y a plein de débiles qui tirent dessus au fusil. Et donc, moi, je la répare, je la repeins. C'est ce que j'ai fait là récemment pour qu'elle soit belle pour ses 50 ans. Et j'ai refait également le socle.
parce que le socle était bien esquinté, il avait 50 ans. Hein. Et donc on a tout refait. Là, il est reparti pour au moins 10 ans. Quoi. Puisque là, en fait, on est réunis pour le cinquantenaire de la main verte, mais qui est aussi le cinquantenaire de la victoire qu'il y a eu ici, à Erdevenne, contre la centrale qui devait être implantée. Et donc, bon, il y a cet aspect très positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Bon, après, ce qu'on trouve tous, c'est que les participants sont un petit peu vieillissants. On aimerait avoir plus d'ados et de jeunes, quoi. Mais il y en a quelques-uns, donc on a bon espoir. Alors j'ai découvert la lutte de la main verte vraiment il y a 10 ans. Aymeric Belloir, skipper. Donc c'était en 2015 à l'occasion des 40 ans qui avaient été organisés à l'échelle ici au cinéma d'Etel. Il y avait eu pas mal de petites choses, la balade, il y avait à l'époque mes enfants étaient plus petits, donc les enfants avaient participé, on était allés se balader à vélo, il y avait eu toutes les projections, j'avais été assez impressionné par les films d'époque, toutes les images de l'INA qu'on avait, puis qui racontaient la lutte, et puis j'ai découvert, je connaissais le fait qu'il y ait eu un projet de centrale nucléaire, mais je ne connaissais pas l'histoire dans son détail, et je l'ai découvert à cette occasion-là. Et qu'est-ce qui te marque du coup de cette lutte? Qu'est-ce que tu retiens comme... Alors à l'époque, il y avait 2 choses qui m'avaient marqué quand j'ai vu le film et participé au débat, assisté au débat. Il y avait eu d'une part la stratégie locale qu'ils avaient utilisée qui était de ne pas se poser en contradicteur et en opposition en fait, mais de faire un travail de pédagogie et de sensibilisation au risque nucléaire auprès de la population. Donc de venir, d'introduire dans le nom de leur collectif information, qui était à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, où l'information c'était quand même quelque chose d'assez différent. On est à une époque où c'est l'époque de l'ERTF, etc. Et ils prennent ce parti de ne pas être non au nucléaire, mais plutôt on va vous expliquer en quoi... ce qui vous attend en fait si on choisit d'avoir une centrale nucléaire ici, en tout cas les risques potentiels, etc. J'avais trouvé que la stratégie qu'on a essayé, après que d'autres collectifs ont essayé de reproduire sur le territoire et qui n'a pas fonctionné, mais qui a très bien fonctionné ici. Et d'autre part, pendant les débats, il y avait eu la présentation en fait, du collectif en Vilaine là, qui a fait son projet d'éolienne, qui était le premier projet d'éolienne. De production d'énergie en fait électrique avec des éoliennes sur un projet citoyen en France et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était avant aujourd'hui moi je fais partie de Luciole Énergie où on installe des panneaux solaires sur les toits. C'est vraiment cette édition là les 40 ans de la main verte il y a 10 ans qu'on donnait l'idée en fait de faire ce truc là et notamment par le témoignage de ce collectif par exemple. Aujourd'hui, je trouve qu'on est... alors, de tout temps, on a toujours eu plusieurs manières de mobiliser les foules, en fait. Il y a le capitaliste qui vend une sorte de rêve, la promesse, en fait, du confort, la promesse du développement, la promesse du progrès. Il y a une promesse, en fait. Il y a une promesse qui... qu'elle soit vraie ou pas vraie, a une notion d'enchantement en fait, en disant aujourd'hui je suis là, mais demain grâce à, par exemple le capitalisme, demain grâce au capitalisme j'aurai une plus grosse voiture, j'aurai une plus grosse maison, ou j'aurai ceci, cela en fait, calqué sur la société de consommation. Ça c'est d'une part, ou alors à l'inverse en fait, on va avoir le côté, on va utiliser la peur, l'anxiété, l'angoisse, désigner un bouc émissaire, ou plusieurs, et mobiliser les foules en leur disant attention, parce que là si vous faites rien, l'étranger va arriver, ou voilà. Là, aujourd'hui on est vraiment dans cette thématique là, il y a une dualité qui existe entre les deux, et les deux ont un pouvoir mobilisateur qui est très très fort. Aujourd'hui on a la crainte du réchauffement climatique parce que c'est une réalité qui est là, c'est hyper tangible, c'est factuel, elle se matérialise, donc les gens en prennent davantage conscience. Clairement ça crée de la peur. Et finalement, on est dans une lutte où on est plutôt du côté en fait, d'essayer de mobiliser les foules par l'angoisse
mais on n'a pas d'enchantement, on n'a pas de promesse de progrès, on n'a pas de promesse en fait d'une forme de monde meilleur. Donc c'est plutôt la promesse d'un monde un peu moins pire. Et on n'arrive pas à écrire une histoire où on enchante demain, où on donne envie de se mobiliser, où on donne envie de créer, de participer à créer un monde qui soit meilleur parce que aussi plus sobre. Et on n'arrive pas à voir la sobriété comme étant quelque chose d'heureux. Alors ça, c'est le titre du livre de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse, mais son livre était écrit à dessein, en fait, justement comme ça. Et quand après une réunion, après un petit débat là, comme aujourd'hui, on dit, j'en ai fait quand même pas mal ces dernières années, là tu ressors à nouveau un peu ankylosé en fait, et je me mets à la place de quelqu'un qui découvrirait ces thématiques, j'ai pas l'impression en fait que ça me donnerait envie de m'inscrire dans une lutte en fait. En tout cas, j'aurais l'impression que c'est soit peine perdue, soit je comprendrais pas très bien en fait où on va. En tout cas, voilà, on se parle on se parle tous les uns les autres, on se parle entre initiés, mais on n'arrive pas à enchanter en fait les gens autour de nous. Alors moi je suis Dominique Baudel, j'étais enseignant d'histoire géo au lycée d'Auray. J'ai grandi par ici dans la région d'Erdevenne et je suis revenu habiter dans la maison de mes grands-parents il y a une petite dizaine d'années et j'ai fait connaissance d'un certain nombre de gens qui avaient fait participer à cette lutte et j'en ai vu deux qui ont décédé coup sur coup et à ce moment-là en tant qu'historien je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un fixe un peu la mémoire de tout ça. Donc je me suis mis à interroger les uns et les autres, je suis allé voir les principaux organisateurs qui m'ont raconté un peu comment ils avaient fait les choses, qui m'ont confié une partie de leurs archives. Après j'ai fait un gros travail aux archives départementales, où j'ai trouvé des dossiers qui avaient été constitués notamment par les services des renseignements généraux. Mais je n'ai pas pu travailler sur les archives d'EDF parce que EDF m'a répondu qu'il n'y avait pas d'archives sur ce sujet, ce qui est impossible. Mais visiblement, ils n'ont pas envie de communiquer, ils n'ont pas envie qu'on sache la façon dont ils ont procédé. Et justement, c'était une des choses qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu à la fois comment EDF avait procédé et comment les gens avaient réagi, à quoi ils avaient réagi, ce qui les avait motivés, voilà. Donc j'ai essayé dans le livre que j'ai écrit de retranscrire un petit peu tout ça pour donner un peu une idée aussi du fait que quand on se mobilise, on s'engage et quand on s'engage, c'est parce qu'on pense qu'il y a une cause qui vaut la peine d'être défendue et donc je voulais montrer ça aussi un peu aux jeunes générations, que les causes qui méritent d'être défendues ne manquent pas et que l'exemple de nos anciens qui ont mené ces luttes-là, il est parlant, quoi. Donc moi je suis Alain Correa, CO2REA, et je suis un des membres fondateurs du collectif Stop EPR, ni à Panly ni ailleurs, en 2009 je crois. Et donc à ce titre, j'ai été aussi membre pendant 15 ans, membre de la CLIN 76, CLIN, Commission locale d'information nucléaire des centrales de Paluel et de Panly. On a 6 réacteurs, on a 4 à Paluel et 2 à Panly. Et quelles sont vos actions du coup principales ? Les actions principales, il y en a eu des quantités. Mais disons que en ce qui me concerne, la plus importante à laquelle j'ai participé, c'est en 2017, je crois, on a occupé à Romagné, près de Fougères, dans la Mayenne, un pylône qui a été acheté de 400 000 volts. On a été monté dessus, on a construit un petit plancher, on a construit un plancher carrément. On l'a occupé pendant 3 jours, je crois. Fin avril, début mai. Et donc pour protester contre la THT qui partait de l'EPR de Flamanville. Bon, voilà, on a occupé ça pacifiquement. On s'est fait déloger par un huissier parce qu'il fallait qu'on descende du pylône à un moment donné sous astreinte de 1 000 € par jour. Donc ouais, ça calmait les esprits. Bon, donc on est descendu du pylône. Ce qui n'a pas empêché RTE, donc le réseau de transport d'électricité, de nous réclamer 830 000 €. 830 000 €. Donc même à 4, ça fait quand même une somme. Bon, alors tout ça, c'est réglé via des avocats. Mais malgré tout, il y a eu après 3 ans de procès
Ça a duré 3 ans, donc ça a été jugé par le TA de Rennes. Et donc moi j'habite à Rouen, donc je faisais des allers-retours entre Rouen et Rennes pour aller aux audiences et aux convocations de la juge. Donc j'emmenais pas trop large à cette époque. Enfin, à cette époque-là, c'était mon premier procès. Donc voilà, je veux dire, ça m'a un peu briefé par rapport à la contestation, aux actions qu'on peut mener quand on est anti-nucléaire. Il y a un prix à payer. Bon, je m'en suis bien tiré parce que ça n'a pas été une somme colossale. Mais bon, ça occupe un peu l'esprit. Pendant 3 ans, je peux vous assurer qu'à la maison, c'était pas toujours simple de dire bah, allez, je m'absente pendant 2 jours pour aller à une audience au tribunal, auprès du juge du tribunal de Rennes. Donc voilà, bon, ça c'est l'acmé, disons que l'opération la plus importante. Sinon, on avait occupé aussi une agence EDF à Rennes et d'autres choses. On a fait des actions, on a sorti une banderole lors d'un meeting de François Hollande à Montreuil. Bon, enfin, on a fait plein de choses avec le collectif. Voilà, on était un petit noyau qui était un peu pertinent, un peu efficace. Après, quant au résultat, on voit ce qu'il en est sur Panly, où maintenant on a récupéré 2 EPR 2. Bon, ça incite pas trop à la lutte. On a fait ce qu'on a pu, on a essayé avec tout le groupe, avec les copains du coin et les copines aussi. Bon, voilà, on n'a pas le même succès que les gens d'Erdeven avec la main verte qui ont pu éviter d'avoir la centrale nucléaire, ce qui n'empêche pas que je sois présent aujourd'hui pour effectivement essayer de glaner des informations auprès de Joe et puis de ses copains pour savoir un petit peu comment eux ont pu mener ce combat. Donc c'est jamais perdu, il faut toujours rester sur la brèche. Il y a des combats qui réussissent, on a vu avec Notre-Dame-des-Landes, on a vu avec la 69. Il faut toujours être là, c'est jamais complètement perdu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et donc il faut y aller, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît du coup quand tu penses à la lutte contre la centrale nucléaire de 75, dans l'esprit de cette lutte? Bah, c'est qu'ils y croyaient vraiment. Ils y croyaient, ils étaient à fond dedans, c'était chez eux. Et ils sont vraiment battus. Quand on voit le coin qui est magnifique, ça valait la peine de se battre, quoi. Je sais pas, aujourd'hui, la situation a tellement changé. Je sais pas, c'était les premiers, les précurseurs. Ils y sont allés vraiment, ils s'y sont mis. Quand on voit le film de Le Garec, des pierres et des fusils, contre des fusils, c'était violent quand même. Hein. Les gilets jaunes ont morflé, mais les copains aussi de l'époque avaient pas mal pris. Hein. Et l'État est toujours omniprésent, toujours là, et il faut le tenir à distance, il faut le museler, il faut essayer de ne pas se laisser manger, et c'est pas facile. Donc eux ont réussi, mais il faut continuer le combat, et avec Joe, j'en parlais tout à l'heure, et il me disait que non, c'est pas gagné du tout. Quand on voit ce qui se passe à La Hague, les piscines sont en construction, c'est un projet dantesque. Donc il faut être là, il faut continuer à surveiller pour tenir l'État, à essayer de le tenir à distance de ce qu'ils pensent faire. Et en fait, c'est délirant, quoi. En point de vue technique, que ce soit tant technique, financier, on ne sait pas où ils vont. Ils ont des projets complètement faramineux et c'est une course éperdue vers l'avant. Et non, autant après-guerre avec De Gaulle et son optique d'équiper la France d'une frappe de dissuasion nucléaire, bon, ça pouvait se concevoir. C'était après-guerre. Mais maintenant, d'avoir continué ce nucléaire militaire et de l'avoir diffusé dans le nucléaire civil et de voir ce qu'on en fait maintenant, de faire des centrales pour faire de l'eau chaude et de faire de l'électricité, et de continuer en plus dans cette situation-là, alors qu'en fait, maintenant, on s'aperçoit que les énergies renouvelables produisent autant moins cher, et de repartir sur un projet nucléaire sur des décennies et des décennies, là ça devient vraiment délirant, quoi. Et donc là, effectivement, le combat, il n'est pas du tout terminé. Il faut continuer avec des jeunes. Joe et ses potes donnent le ton, donnent la direction. Il faut surtout que les jeunes s'en emparent et continuent à mener ce combat pour préserver l'environnement et l'avenir. Témoin d'une résistance, symbole d'un village, la main verte d'Erdeven reste, 50 ans après, le rappel d'un combat décisif. Elle nous dit que jamais rien n'est figé, que les mobilisations d'hier peuvent encore nourrir celles d'aujourd'hui. La main verte est une trace du passé, mais également une main tendue vers toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui rejoindre la lutte.